Bonjour à tous et bienvenue sur l'aéroport de Deauville à bord de ce DA62 d'Aérobasque. Aujourd'hui on va faire un vol un peu particulier, on va décoller comme pour un vol local et en fin de compte il va se passer un certain nombre de choses, un certain nombre de pannes sur l'avion et on va voir comment on peut y faire face en vol. Donc je ne vais pas vous briefer sur tout ce qui va se passer durant le vol. Pour l'instant on va juste démarrer l'avion normalement, on va rouler, on va décoller donc depuis la piste 30 à Deauville. Et j'ai mis ici, j'ai dû préparer, voilà ici, mes anti-sèches. Donc sur Deauville, on effectuera, donc comme d'habitude, les cartes seront à disposition sous la vidéo de manière à ce que vous puissiez les télécharger en PDF. Vous avez donc la carte ici aéroport. Et ensuite, je vous ai mis deux cartes d'approche. L'approche AirNav GNSS pour la piste 30 et également l'approche ILS toujours pour la piste 30. J'aurai l'occasion d'en parler pendant le vol, de manière à ce qu'on regarde tout ça ensemble tranquillement. Vous rappelez deux trois bricoles si jamais c'est un petit peu lointain tout ça. Je vous rappelle également que notamment en ce qui concerne l'approche AirNav, donc cette carte là, j'ai déjà fait une vidéo qui traite justement de ces approches AirNav. Donc là, j'aurai pas forcément le temps de tout expliquer. On essaiera de reparcourir quand même la fiche rapidement. Mais si vous avez des questions ou des doutes, n'hésitez pas à vous référer à l'autre vidéo qui traite cette fois-ci intégralement des approches AirNav. On va donc démarrer notre avion normalement. Donc on met Electric Master sur on. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va vouloir démarrer notre avion. On va mettre hop, les feux de nav et les strobes. Les alternateurs sont sur on. Ici tout est bon, les fuel pompes, c'est parfait. Tac, la Vic Master sur off. Le train évidemment sorti, les volets sont rentrés, c'est parfait. Ici les trims, c'est bon. Le parking brake, c'est fait, il est appliqué. Les manettes sur plein réduit. Et au niveau du fuel, on va ouvrir le fuel, crac. Le moteur de droite, voilà, impeccable. On revient. Ensuite, pour le démarrage moteur, c'est comme d'habitude, on va mettre ça, donc le master sur on, on considère qu'évidemment on a vérifié que c'était dégagé à gauche et dégagé à droite. Ici le master. Allez, ça démarre. C'est stabilisé, c'est parfait. Le moteur de droite, le master également. On démarre. Voilà, les deux moteurs, les paramètres sont stabilisés. On va mettre l'avionic master sur on. Parfait, on a tous nos écrans qui s'allument. Ici nous sommes donc bien sur l'aéroport de Deauville, LFRG, tout va bien. Et on va préparer rapidement notre interface. Donc c'est pareil, je ne vais pas faire une vidéo complète à tout expliquer sur le DA62. J'ai déjà fait une vidéo précédemment qui traitait du Garmin 1000 et sur laquelle on avait abordé déjà pas mal de points relatifs à la fois et au Garmin 1000 et au DA62. Donc aujourd'hui on va vraiment se concentrer sur la gestion des pannes. Alors pour préparer mon avionique, c'est pareil, les fréquences radio. Pour la bonne forme, je vais mettre quand même le VOR de Deauville et l'ILS. Alors évidemment j'ai oublié les fréquences. Alors, le VOR de Deauville, alors on a 110.2, 110.2, et puis, tiens, chercher la fréquence de l'ILS. « 111.55. Alors, je vais mettre en nav 1 du coup l'ILS. Voilà, crac. J'ai dit combien pour l'ILS 110.55. Donc 110.55. Voilà, je l'active. Non, c'est 111.55, pardon. 111.55. Voilà, 155. Delta Victor, c'est bien identifié. Ici, Delta Victor. Donc l'ILS, c'est bon. Ensuite, le nav 2, je vais sélectionner ici. J'ai dit que le VOR de Deauville, c'était 110.2. On va mettre 110. Voilà, 110.2. On swap. Delta Victor Lima. Delta Victor Lima. C'est parfait. Allez, on n'a plus besoin de ça pour l'instant. Le cap de la piste, quand même, je vais le regarder. Sur la piste 30, c'est 298. 298. Je vais me mettre donc un cap ici. Au 200, je suis au 280 pour l'instant.
Je vais le mettre au 200. Voilà, 298. Impeccable. Ensuite, donc mes nav aid ici c'est fait. Les radios, je m'en tamponne. Hein. Faites comme si je contactais le contrôle aérien sur les fréquences qui vont bien. Je m'en fous complètement dans dans le cadre de ce tutoriel. Ici, alors là je vois que je suis sur Nantes au niveau du GPS, ce qui n'est pas bon. Je vais donc virer mon plan de vol. Donc je vais mettre sur plan de vol ici. Menu. Voilà, delete fly plan. Voilà, terminé. J'ai plus de plan de vol ici. Et puis d'ailleurs ce que je vais faire, je vais en créer un autre. Alors ce que je vais faire aussi, c'est pas forcément plus con, c'est que je vais essayer de zoomer. Voilà, pour vous ce sera mieux. Donc pour créer un nouveau plan de vol, je vais juste faire un Deauville. Donc j'ai Deauville ici. Je reclique une fois, crac, ça me le met ici en activant le curseur. Je bouge pour me mettre en dessous. Petite couronne. Voilà, je vais aller chercher. Ça c'est pénible, trouver la bonne position de la souris, voilà. Oups. LF. R. G, voilà, Deauville. Paf. C'est bon, j'ai Deauville maintenant, c'est très bien. J'enlève mon curseur, crac. Voilà, ça me suffira largement. J'ai mon Deauville qui est ici. Et ce que je vais vouloir faire, pas grand chose, ce sera pour sélectionner mes approches tout à l'heure. Pour l'instant, je suis pas mal. Donc, mes moyens de navigation, ils sont réglés. Ici, mon GPS, je l'ai mis sur Deauville, comme ça je pourrai sélectionner mes approches. Mes fréquences radio, je m'en tamponne. Ici, ma vitesse est évidemment à 0. Le vent, j'en ai pas. 298, c'est mon cap de piste. Ensuite, ici, 2006, ce sera mon altitude. On va monter vers combien? Vers 7000 pieds. Allez, 7000 pieds. Voilà, 7000 pieds, c'est parfait. Le QNH 1013. L'élévation 490 pieds que je lis ici. Et qu'est-ce que me dit ma charte ici? Elle me dit que l'aérodrome, voilà, 479. Donc c'est parfaitement cohérent. Ça me va bien. Ensuite, mes modes de décollage. Ici, vous voyez, là, j'ai rien du tout sur mes modes de décollage ici. Donc je vais mettre, enfin de décollage pilote automatique, je vais mettre en heading, de manière à garder l'axe de piste. Ensuite, FD, c'est le Flight Director, hein, je vous le rappelle ici. Si je reclique dessus, vous voyez, je le fais disparaître. Donc je veux le garder, parce que ça me permet de savoir, d'avoir un guidage pour savoir où aller. Donc je m'en mets en heading. Ensuite, ici, je suis en pitch. Je ne vais pas mettre en pitch, je vais mettre en FLC. Voilà, comme ça. Flight Level Change. Et par défaut, il met une vitesse de 64 nœuds. Et je vais mettre une vitesse de... Donc ici, on joue sur nose up et nose down. Alors comme je vais accélérer, mettre une vitesse plus importante, dans ces cas-là, c'est comme si je voulais accélérer. Et donc, je baisse le nez de l'avion. Bon, c'est un peu logique, en fait. Je vais le mettre au hasard, hein, vraiment au hasard, à 87 nœuds. Pourquoi 87? Parce que lorsqu'on a une panne moteur au décollage, la vitesse qu'il faut tenir pour cet avion là, ça correspond à ce qu'on appelle la VYSE, donc la vitesse qui va nous donner le meilleur taux de montée est de 87 nœuds. En clair, panne de moteur au décollage, vous allez chercher 87 nœuds et vous montez. Donc ici c'est ce qu'on va faire, on met 87 nœuds. Évidemment je ne prévois aucune panne au décollage, hein, mais voilà, au moins je serai prêt s'il y avait quelque chose. Donc j'ai un mode latéral, j'ai un mode vertical. Ensuite, ici j'ai vérifié mes moyens. Mon transpondeur, j'ai mis 0,210, ce sera très bien, il est en stand-by pour l'instant. C'est parfait. J'ai pur, donc je n'ai rien d'affiché ici, ni DME, ni quoi que ce soit. Vous voyez ici, je pourrais m'amuser à mettre ce genre d'informations, en mettre plein partout. Ça n'a aucun intérêt de saturer les écrans, donc on en met le minimum. Pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est uniquement de grenouiller sur un vol local. On décolle dans l'axe de la piste 30, voilà, et puis on va monter vers 7000 pieds. À la vitesse de 87 nœuds pour l'instant, c'est ce qu'on programme au cas où pour une panne moteur. Donc mon écran il est seté proprement ici, là je n'ai rien à mettre de particulier, ici hop, je vais mettre les instruments, je vais mettre plein, ouais, comme ça vous verrez peut-être mieux sur l'écran, je sais pas trop. En tout cas moi je vois bien, c'est l'essentiel. Ici c'est mon horizon artificiel de secours, c'est parfait, et ici la vitesse à 0, 480 au QNH 1013 également, donc c'est tout bon. Je vous rappelle que vous pouvez faire bouger le QNH ici, hein. Voilà. Donc ici ça coïncide, on est bien.
Ici sur notre MFD, bien on va pas faire grand chose parce qu'en fait je m'en tamponne complètement. Bon, on est bien sur Deauville, tout va bien. Et puis ici, je vous rappelle, les instruments de navigation, donc les fréquences de communication dont on se fout complètement pour aujourd'hui. Par contre, on se fout un peu moins de la quantité de fuel. On voit qu'on a, on a suffisamment en pétrole, on est bien. On a 15 gallons de chaque côté, on est parfait. Bon, nos voyants, nos paramètres au moteur sont bons également. Et bien on est parti. Alors, pour la phase de roulage, je vais me mettre le transpondeur crack. Ici, je vais le mettre sur on. Voilà. Hop. Le phare de taxi, ce sera bon. Je vais mettre ici un cran de volet pour le décollage. Mes paramètres ici, je touche à rien du tout. Voilà, impeccable. Allez, on est parti. Alors, je vous rappelle que je suis franchement pas un caïd du roulage. Donc vous m'excuserez à l'avance, de toute façon c'est pas réellement l'objet non plus de cette vidéo. Alors je l'ai déjà dit en d'autres tutos, par principe quand on décolle on utilise l'ensemble de la longueur de piste. On est bien content d'en avoir si jamais on en a besoin. Comme ici c'est pas l'objet du tuto, si ça vous va je vais décoller depuis l'interception de la piste. Donc de manière absolument non standard, parce que là finalement je ferai l'inverse de ce que je vous ai déjà dit. Mais bon, c'est uniquement pour éviter de perdre du temps. Voilà, c'est pas forcément utile. Voilà, crac, ici j'arrive au point d'arrêt. Hop. Le frein de parking, c'est bon. Je serai prêt. Ce que je vais faire quand même pour la bonne forme, c'est que je vais vérifier le FADEC au niveau de mes moteurs. Donc vérifier sont les espèces d'ordinateurs si vous voulez qui contrôlent les paramètres au moteur. Donc je vérifie que ça fonctionne normalement pour le moteur de gauche. Donc là vous voyez sur mon écran c'est marqué à côté de l'horizon artificiel LHCU, il les teste. Donc le channel A et maintenant le channel B il les teste pour vérifier que je puisse avoir un voyant d'alarme si jamais ça part en sucette. La même chose c'était ici, je fais la même chose sur le moteur de droite. Voilà, il a testé le A, il a testé le B. Donc au cas où j'aurais mes messages qui montraient, c'est parfait. Impeccable, mes alternateurs sont sur on. Je vais mettre les fuel pompe sur on pour le décollage. Mes volets c'est fait. Ici je vais mettre mes phares atterrissage également pour le décollage. Et puis quand même, vérification d'usage. Ici c'est tout bon. J'ai rien à vérifier de particulier. Et puis là le niveau des sélecteurs carburant sont bien sur on. Impeccable. Bon, bien écoutez, cette fois on a tout ce qu'il nous faut. Je vais zoomer de manière à ce que vous voyez un petit peu mieux. Et puis on est parti. Le transpondeur, maintenant on va le mettre sur Alt. Voilà, crac. Je reviens. Ici. Parfait. Allez, on release le frein de parc. On considère qu'on a vérifié à droite et à gauche. C'est dégagé. Voilà. Vous remarquerez que le roulage est toujours aussi merdique. En tout cas pour moi. Allez, on est sur la piste. Nos paramètres sont corrects. La puissance est affichée. Le badin, donc la vitesse, l'anémomètre pardon, est actif. Pas de voyant d'alarme. Allez, 80 de rotation. Le vario est positif, on rentre le train. Alors je mets le pilote automatique tout de suite, parce que comme ça me permet de bidouiller et d'expliquer, sans avoir à me concentrer trop. Donc là, vous voyez, qu'est-ce qui se passe ici? On est en montée, tout va bien. Je vais pouvoir rentrer d'ailleurs mes volets. On rentre dans la couche, qui est à 800 pieds, on s'en fout. Voilà. Là, il va reprendre sa montée. Et ce qu'il va faire, donc il maintient le cap 298, tout va bien, c'est ce que j'ai demandé. L'autopilote est bien engagé. Et là, vous voyez la vitesse, comme je lui ai demandé 87 nœuds, il est en train de réduire la vitesse et d'adapter du coup son assiette de manière à aller chercher la vitesse qui va bien, les 87, pour monter vers 7000. Et vous voyez, mon bug de vitesse là, c'est ce qui est marqué en bleu ciel. Et là, il est juste en train d'entourer la petite barre bleue. La petite barre bleue ici, ça m'indique justement la VYSE. Donc la vitesse à tenir au cas où j'aurais un moteur en panne. En clair, c'est la vitesse safe. Donc là, si je montais à cette vitesse là, à 87 nœuds, je serais bien.
Bon là tout va bien, je n'ai pas de moteur en panne, donc ce que je vais faire c'est que je vais augmenter cette vitesse, donc du coup le FLC ici, Flight Level Change, va changer la vitesse. Ce que je veux c'est aller plus vite, donc aller plus vite c'est comme si je voulais faire baisser le nez de l'avion, donc je vais appuyer sur Nose Down. Et je vais me mettre par exemple vers allez, 110 nœuds en montée. Voilà, 110 nœuds, je vais couper maintenant mes landings, mon taxi, je vais couper également ma fuel pompe à gauche et à droite. Mes volets sont rentrés, le train est rentré également. Voilà, bah écoutez, je suis bien. On va considérer que ma checklist après décollage est effectuée. Je vais pas m'emmerder avec le QNH, hein, considérer que sinon j'aurais fait également un standard barreau de manière à passer en calage standard au-dessus de l'altitude de transition. Je sais pas combien elle est aujourd'hui, mais franchement je m'en tamponne un peu, c'est pas l'objet. Maintenant, il va se passer quoi? Il va se passer que je vais bloquer le tube pitot. Alors le tube pitot, c'est quoi? Le tube pitot, c'est ce qui permet, il y a la vitesse, c'est un tube qui est situé sous l'aile gauche, je crois, sur le DA62. Et la vitesse est calculée, pardon, j'ai oublié de réduire la puissance du moteur pour éviter de trop le solliciter. Et lorsque j'utilise le tube pitot, pardon, c'est de l'air qui rentre dedans. Et ça va me donner une pression dynamique. Et à l'aide de cette pression dynamique donc, qui rentre par le tube pitot et de la pression statique qui vient d'une prise statique qui est située sur le fuselage, du coup on est capable l'instrument est capable de déterminer la vitesse de l'avion. Si maintenant le tube pitot est bouché ou ne fonctionne pas, dans ces cas-là, ça veut dire que pour mon calcul de vitesse, il ne va y avoir de pris en compte non plus et la pression dynamique et la pression statique, mais uniquement la pression statique. Et si on a uniquement la pression statique, ça revient au même que si on utilisait un altimètre, puisque l'altimètre ici, lui, ne fonctionne qu'avec la prise statique sur le fuselage de l'avion. Donc pour l'instant, notre vitesse elle est calculée à partir de la vitesse dynamique qui rentre dans le tube pitot et de la prise statique qui est la même que pour l'altimètre. Si maintenant je bouche mon tube pitot, alors c'est pas que je le bouche, hein, ça peut être qu'aujourd'hui on est en condition givrante, qui fait que dans ces cas-là, si je givre, le tube lui-même peut givrer, et dans ces cas-là, il n'y a plus d'air qui rentre dedans, donc je n'ai plus de pression dynamique, et du coup mon altimètre va réagir uniquement en fonction de la pression statique. Et s'il ne réagit qu'avec la pression statique, ça veut dire qu'il réagit exactement comme mon altimètre. Si je monte, du coup ma vitesse va augmenter. Si je descends, mon altimètre va descendre et ma vitesse va également descendre. Et si je suis en palier, ma vitesse va rester identique. En fait, ça réagira exactement comme un altimètre. Donc, ce qui va se passer, c'est que là, je vais casser, enfin, je ne veux pas le casser, mais je vais faire comme si mon tube était bouché. Alors, si je le bouche, vous allez voir. Ici, donc j'ai ma vitesse, hein, 110 nœuds pour l'instant, je suis stable. Je vais même monter, je continue à monter jusqu'à, on va mettre 9000 pieds. Donc, je suis à 110 nœuds ici, stable. Puisque je vais demander ici. J'ai mes 120 nœuds ici de vitesse sol que je vois là, ce qui est très bien. Voilà, et j'ai 110 nœuds ici qui sont relevés par le deuxième tube pitot, puisqu'il y en a un qui fonctionne pour cet instrument là. Et là maintenant je casse mon tube pitot. Attention, crac. Maintenant que je le casse, regardez, ma vitesse qui était stable, elle commence à augmenter. Le problème pour lui, ce qui est logique, elle augmente puisqu'elle réagit comme un altimètre. Le problème c'est que lui il cherche 110 nœuds. Donc pour chercher les 110 nœuds, il ne comprend pas parce que la vitesse augmente. Donc du coup la seule manière qu'il a à faire c'est d'augmenter l'assiette. Vous voyez? Là on est à peu près à 10 degrés d'assiette, on est passé à 15 degrés. On est à 2000 pieds minute. Ça augmente ici, ça augmente là. Et là regardez, il augmente encore l'assiette de manière à faire diminuer la vitesse parce qu'il ne comprend pas lui. Et là je vois ma vitesse sol qui se casse la gueule. 85 nœuds. Donc là ça augmente, on a l'impression que tout va bien. Ici ça va pas bien du tout, on voit que l'assiette du coup continue à augmenter parce que lui il en a besoin pour essayer d'aller chercher ses 110 nœuds. Et là ma vitesse sol craque. Et là mon pilote automatique vient de se déconnecter. Pourquoi? Parce que mon avion vient de décrocher. Quand on décroche, on met plein gaz. Ici je vais aller sous l'horizon. Je vais mettre mes ailes donc en jaune sous l'horizon. Voilà, j'accélère. Je vais mettre mes ailes à plat. Et lorsque je suis bien proprement, je reviens tranquillement aller rechercher mon horizon en réduisant les gaz. Voilà. Donc maintenant je suis stabilisé. Ce que je vais faire, c'est que je vais synchroniser le cap pour garder le cap actuel. Voilà. Je vais lui demander d'aller chercher mon altitude actuelle. Tac. Parfait.
Voilà. Et puis, hop, je vais remettre l'autopilot. Voilà. Alors, donc qu'est-ce qui s'est passé? Ici, mon altitude, elle a diminué. Elle a, pardon, augmenté, puisque mon altimètre continue à monter, donc lui, il montait également. Et comme ça montait et qu'on cherchait 110 nœuds, nous, de vitesse de montée, puisque c'est ce qu'on lui avait indiqué, lui n'a pas le choix pour faire diminuer la vitesse que d'augmenter l'assiette. Alors là, ici, je vais réaliser le manche tout doucement. Et on va stabiliser l'altitude. On va le mettre par exemple, on va le faire monter à... Bon, ouais, non, 7005, ça va être très bien. Allez, 7005. Voilà, 7005, c'est parfait. Ah zut, c'est l'autre sens, pardon, excusez-moi. Voilà. Je vais le faire monter tranquillement, 400 pieds minutes, pour aller vers 7005. Donc là, vous voyez, ici, mon altitude, elle réaugmente tranquillement de 7200 vers 7005. Il va aller la chercher. Et ici, comme mon altimètre augmente, ma vitesse augmente également. Ça réagit vraiment comme un altimètre. Voilà, j'arrive à 7005. Mon régime moteur, vous voyez, 86%. Je vais le mettre à 80, c'est pas mal. Voilà, à 80%. On va stabiliser tranquillement. La vitesse, vous voyez, elle continue à augmenter, elle, hein, puisque mon altitude augmente. Et là, quand on va arriver en palier, voilà, ça y est, vous voyez, on est en train d'intercepter l'altitude. Du coup, ma vitesse va rester rigoureusement identique. Elle ne va pas changer. Je vais reprendre un virage, hop, par la gauche, pour faire comme si je retournais à Deauville. Voilà, pas trop m'éloigner. Alors d'ailleurs, ce que je vais faire, vous voyez, je vais faire un direct ici. Alors je vais essayer de zoomer, parce que pour vous, vous verrez mieux. Je vais faire un direct ici. Du coup, par défaut, il me propose Deauville, puisque c'est ce que j'ai dans mon plan de vol. J'active, hop, du coup, il va synchroniser l'aiguille GPS. Et j'ai plus qu'à mettre mon cap avec. Voilà, histoire d'aller à peu près dans la direction. On s'en fout, on va pas à Deauville pour l'instant. Allez, on revient sur notre pitot. Donc on est à 7500 pieds, vous voyez, on est stable. Du coup, notre vitesse est stable. Encore une fois, ça réagit comme un altimètre. C'est-à-dire que là, vous voyez, notre vitesse sol 170 nœuds, je vais réduire ma vitesse. Si je réduis ma vitesse ici, hein, j'ai réduit ma puissance, ma vitesse sol diminue. Ici, ma vitesse diminue, puisqu'il utilise lui son propre pitot et sa propre prise statique. Et regardez celle-ci. Comme le pitot est bloqué, et bien du coup il ne se sert que de la prise statique, qui est la même que pour l'altimètre, bah du coup ça ne varie pas. Pas de variation d'altitude, pas de variation de vitesse. Donc c'est pour ça que ça peut être très dangereux, puisque là vous ne détectez pas justement que vous avez une variation de vitesse. Donc là la vitesse elle est en train de descendre, elle n'est pas en train de se casser la gueule non plus, hein, 156, 155, ça descend tranquillement. Mais si jamais vous n'êtes pas attentif et que vous réduisez complètement les gaz, par exemple comme ça, du coup ça va réduire drastiquement, et ici vous n'allez rien voir du tout. Bon, on va remettre des gaz. Et puis on va stabiliser notre vitesse, justement, on va se mettre à peu près à... Voilà, 50% de puissance, ce sera très bien. On va laisser la vitesse se stabiliser. Donc là, vous voyez, 138 nœuds ici, c'est très bien. 123 là, ce qui est normal, hein, ici c'est une vitesse indiquée. Et donc là, 131 puisqu'elle est bloquée. Donc, on est monté, souvenez-vous, avec un tube pitot bloqué, dans ces cas-là, notre vitesse, elle réagit comme l'altimètre. Du coup, si ça réagit comme l'altimètre, maintenant je vais vouloir descendre. Si je veux descendre, je vais lui indiquer pareil que je veux descendre à une certaine vitesse. Donc, ce qui va se passer, ici je vais mettre descendre par exemple vers 2000. Voilà, on va descendre vers 2000 pieds. Ça me paraît à peu près safe, on est au-dessus de la mer, ça aurait bien se passer. Et là, je vais lui dire, eh bien écoute, ta vitesse, tu vas me la maintenir. Voilà, vous voyez, 131 nœuds, et je vais augmenter un poil la vitesse vers 135. Je lui demande 135 nœuds. Lui, la seule manière qu'il a d'aller chercher cette vitesse-là, qui pour l'instant est de 131, c'est de se mettre en descente. Et là, vous voyez, pour lui, du coup, il se dit, je vais accélérer. Pas de peau, comme ça réagit comme l'altimètre, du coup, vous voyez, ça descend, ici, ça descend aussi. Du coup, il ne comprend pas ce qu'on a. Et il ne comprend pas pourquoi la vitesse diminue. Alors, il accentue encore
son assiette. Vous voyez combien on arrive là? On a plus de 1000 pieds minutes et ça va encore augmenter. Donc on descend ici, la vitesse diminue, mais lui il veut ses 135 nœuds. Donc il continue, vous voyez, à accentuer son assiette. Et là on arrive à 6000 pieds minutes. Regardez la vitesse. Elle chute ici, alors que là évidemment elle augmente, et là elle augmente aussi. Hop, on va le laisser faire. Là, vous voyez, il est en train de stabiliser tranquillement vers 2000 pieds. Ça, il sait faire. Regardez la vitesse. Elle a vachement chuté ici, ce qui est logique. Alors qu'ici, hein, on est plein badin à 270 nœuds, 270 nœuds aussi, quoi. Voilà, on est à 2000. Ici, à 50% de puissance. On va le laisser comme ça. La vitesse va se stabiliser tranquillement. Donc vous voyez, l'histoire du tupito, c'est vachement insidieux. Si jamais vous ne le remarquez pas, c'est vite fait de se faire avoir. C'est pour ça qu'avoir comme ça un instrument de secours qui lui fonctionne avec son propre tupito, ça peut être une manière de le vérifier. Après c'est pareil, hein, si jamais vous êtes en condition par exemple givrante, dans ces cas-là, les deux tupitos peuvent être givrés, hein, aussi bien celui qui fournit cette information-là que celui qui fournit celle-ci. Donc ça ne va pas vous avancer beaucoup. Par contre, vous avez quand même la vitesse sol qui elle est donnée par le GPS, qui fait que ça vous aide. Si vos GPS fonctionnent, dans ces cas-là, vous avez toujours une vitesse de référence. Maintenant, un tupito peut être bouché comme celui-ci par exemple, parce que, j'en sais rien, il s'est pris une merde en vol, ou alors parce qu'il y avait un insecte qui a fait son nid dedans, ce qui arrive souvent quand on ne met pas les caches au sol, parce que l'avion reste pendant un certain temps. Et du coup, peut-être que cet amas-là qui s'est mis à l'intérieur du tube, si vous voulez, d'un seul coup avec l'air qui est rentré, a fini par boucher le tube à un certain moment, et c'est pour ça qu'il s'est bouché pendant la montée. Donc il faut faire très très attention, parce que c'est vraiment un coup à se retrouver sur le flanc avec une vitesse qui ne réagit pas comme on l'attend, et qui réagit surtout comme l'altimètre. Donc souvenez-vous, un tube pitot bloqué réagit comme un altimètre. Vous montez, la vitesse augmente. Vous descendez, la vitesse diminue. Et vous restez en palier. De toute façon, la vitesse reste stable. Et c'est une très bonne manière également. Vous voyez, là, on est stabilisé à 143 nœuds à peu près. Quand vous avez un doute sur vos pitots, parce que par exemple, vous voyez, il y a un truc que j'ai pas fait, c'est que j'aurais pu, par exemple, juste pour être sûr, activer le réchauffage des tubes pitots. Alors, si jamais il y a un insecte qui a fait son nid dedans, ça va rien changer. Si maintenant c'est parce que le tube est devenu obstrué à cause de la glace, à cause des conditions givrantes, le fait de le réchauffer, si vous voulez, ça peut pouvoir éliminer le problème. Maintenant, si vous avez un doute quand même sur vos tubes, c'est pas compliqué, vous mettez comme ça en palier, comme là à 2000 pieds, c'est très bien. Et là, ce que je vais faire des variations de vitesse. C'est-à-dire que je vais appliquer par exemple 60%. Ici, je note, vous voyez, 48-49 nœuds, 139. Et là, je vois que ma vitesse elle augmente tranquillement. Pas beaucoup, mais j'ai pas besoin non plus de mettre à 100%. Hein. Je vois que ça augmente. Par contre ici, je vois que ça n'augmente pas. Alors qu'ici, je vois que ça augmente également. Donc là, je confirme, si vous voulez, que j'ai bien un problème au niveau de mon tube pitot. Bon, j'espère que c'est suffisamment clair sur les tubes pitot. Je vais réparer la panne. Voilà, j'ai réparé la panne et maintenant je me retrouve avec ma vitesse. On va la vérifier quand même. 140 nœuds, on vérifie, 140 nœuds ici, 145 en vitesse sol, c'est cohérent. Maintenant, mon avion il est en train de partir, je sais pas trop où là, on va revenir en virage par la droite. Grosso merdo, voilà ce cap là. On voit même pas, on va se mettre au cap 260. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va simuler une panne moteur. Alors, pour une panne moteur, on va regarder quoi ce qui va se passer. Et je vais la simuler par exemple sur le moteur numéro 2, donc le moteur de droite. Et ce qui va se passer, c'est que je vais faire comme si on avait une fuite carburant sur le moteur. C'est-à-dire que là, vous allez voir, ici le fuel, hein, on voit qu'on a à peu près 13 gallons de chaque côté. Et en fin de compte, le fuel, on va arriver à 0. Donc si on le fait arriver à 0, forcément, le moteur n'étant plus alimenté en carburant, il va se couper. Comment on va le détecter? D'une part, l'avion va avoir un petit comportement bizarre. Enfin, dans la réalité, on le ressentirait. Ici, on verra que si c'est le moteur 2, du coup, la puissance ici va se casser la gueule à 0. Ici,
eh bien l'hélice est pareil, hein, le nombre de tours par minute va largement diminuer, donc ça ce sera également un signe. Et ce qu'on va avoir comme autre signe, ça va être ici, vous voyez le petit indicateur là sous le triangle, ce qui forme une pyramide, c'est ce qui permet de vérifier si jamais notre avion vole de manière symétrique. Si jamais j'applique, si jamais je perds un moteur, dans ces cas-là, donc le moteur en l'occurrence de droit, le moteur de 2, dans ces cas-là, ça veut dire que je ne pousse qu'avec le moteur de gauche, je vais me retrouver en vol dissymétrique. Donc c'est également un bon indicateur. Donc là maintenant, je vais faire varier justement mon fuel. Donc vous allez voir ici, hein, la fuel quantity, là, celui du moteur de droite, il va arriver à 0. Attention, crac, il est à 0. Qu'est-ce qui se passe? Tout de suite, vous voyez, hop, mon attitude, ici, hein, c'est pas l'altitude, hein, c'est l'attitude de l'avion. Hop, ici, je vois que je suis un peu en virage. Je vois qu'ici, mon palonnier, c'est parti en sucette et que du coup, je suis bien en vol dissymétrique. Et je vois que ma vitesse se casse la gueule. Donc, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est contrer déjà l'effet du palonnier. Bon, ça, je le fais à l'aide de ce bouton-là. On le fait déjà avec les pédales, évidemment. Hein, mais ici, je ne vais pas maintenir la pression sur la pédale sans arrêt. Donc, ce que je fais ici, c'est que je vais appliquer, voilà, du palonnier, comme ça, de manière à contrer et à revenir en vol symétrique. Vous voyez, encore un poil. Ensuite, ce que je vais faire, j'ai 60% de puissance. Évidemment, je vais rajouter de la puissance. Je vais me mettre à, allez, 80%. Voilà. Je rapplique du palonnier. Parfait. Alors, donc là, je suis pas trop mal. Je suis pratiquement en vol stabilisé. Vous voyez, encore un petit chouïa, allez, de palonnier. Et là, je reviens en vol symétrique. Maintenant, j'ai bien ma puissance à 0. Ici, j'ai mon nombre de tours moteur, vous voyez, à 110-120 tours. Si je regarde mon hélice, vous voyez, elle bat de l'aile, sans jeu de mots. Voilà. Donc ce qui m'intéresse, c'est que cette hélice là, elle va finir par m'emmerder, parce que du coup, elle va créer de la résistance à l'air. Puisqu'une fois qu'elle va finir par s'arrêter, de toute façon, je vais avoir les pales de l'hélice qui ne sont pas pile poil dans le flux, si vous voulez, d'air de déplacement de l'avion. Donc du coup, ça va freiner mon avion. Et là, vous allez le voir. Parce que du coup, j'ai une option. Alors attendez, c'est ce bouton là, voilà. Ici, pour mon moteur numéro 2, hein, on vérifie que ce soit le 2. Je vais mettre ici le master sur off. La conséquence, c'est que ça va mettre ce qu'on appelle l'hélice en drapeau. Ça veut dire que l'hélice va s'arrêter d'un seul coup et que les pales d'hélice vont être inclinées de manière à pouvoir être orientées pile poil dans le sens de l'avion, de manière à éviter d'avoir un effet de frottement. Et vous allez voir que l'impact va être immédiat. C'est que dès que je vais mettre sur off ici, ma vitesse ici va accélérer. Regardez, crac. Vous voyez, je l'ai mis sur off. Mon hélice ici, si je vérifie, hop, elle est arrêtée. On ne voit pas forcément super bien, mais l'hélice est pile poil dans le sens de déplacement de l'avion. Ma vitesse augmente. Si ma vitesse augmente, il faut que je contre également au palonnier. Voilà. Que je revienne du coup, hop. De manière à garder mon vol symétrique. À chaque vitesse correspond un réglage du palonnier. Donc c'est un petit peu emmerdant, hein, on va pas se mentir, mais c'est important d'avoir vraiment quelque chose de symétrique, un vol symétrique, de manière à profiter des meilleurs perfos de l'avion dans ce genre de situation. Donc la première chose qu'on fait, c'est le palonnier de manière à avoir un vol symétrique et garder l'avion à l'horizontale. La deuxième chose, c'est qu'on met le master sur off de manière à mettre l'hélice en drapeau. Regardez, alors ça, ce que je vais faire, je vais vous montrer ce que ça donne en vue extérieure. On va se mettre comme ça. Et vous voyez, hop, si je me mets dans l'axe, on voit nettement que mes pales d'hélice n'ont pas l'angle, si vous voulez, qu'elles ont habituellement, mais là, elles sont pile poil, elles ont été orientées individuellement de manière à rester vraiment dans le flux de déplacement de l'avion, de manière à ne pas créer de résistance. Au passage, le tube pitot, vous voyez, il est ici. Hein. Voilà, c'est ce qu'on voit ici. Allez, on revient sur le cockpit. Donc, j'ai pas fini. Mon avion il est en vol symétrique, c'est parfait. Ensuite, j'ai coupé mon hélice en drapeau. Mon alternateur ici, je vais le mettre sur off. Voilà, c'est vérifié. Alternateur sur off, parce que de toute façon, j'ai plus le moteur correspondant. Et de manière à éviter tout risque, je vais également couper l'arrivée du carburant. Donc ça, je vais le mettre ici. C'est bien le moteur. Alors à chaque fois, on va faire ce genre de conneries. Hein, on vérifie. Hein. C'est bien le moteur numéro 2. On confirme. Donc si c'est confirmé, alors théoriquement celui-ci,
Hop, ça ne sert plus à rien non plus. Et ici, crac, je le coupe. Voilà, mon moteur 2 est coupé. Ici, si je reviens, qu'est-ce qui a changé? Et bien justement rien. Je suis toujours avec, ici à 0, mon hélice est bien arrêtée. Je suis mon hélice en drapeau ici. Je suis en vol pratiquement symétrique, hein, vous voyez, je vais contrôler un poil mon palonnier, alors je l'ai sur mon joystick, hein, c'est plus pratique. Voilà, je vérifie en vol symétrique, j'ai coupé ici mon alternateur. Voilà, mon moteur est sécurisé, je peux continuer maintenant mon vol. Alors j'ai plus qu'un moteur, effectivement, mais en tout cas je peux voler proprement. Une fois que c'est fait, je vais m'intéresser à pourquoi j'ai eu cette panne là, pourquoi mon moteur s'est arrêté. Alors je peux regarder mes paramètres au moteur, hein. Sur ce genre d'avion ça va assez vite et surtout là c'est quand même un gros indicateur. Bon ça, le fait qu'on ait un oil press, la pression d'huile, c'est parce que de toute façon le moteur est arrêté. Mais on sait ce qui s'est passé, c'est que le réservoir carburant ici du moteur numéro 3 était vide. Donc forcément le moteur s'est arrêté. Si jamais on suspecte une fuite carburant, il y a deux manières de la traiter. La première, c'est qu'on considère que comme on ne sait pas exactement où est localisée la fuite, eh bien on arrête là, le moteur est sécurisé, tant pis on poursuit le vol avec le moteur restant. La deuxième situation, alors attendez, je vais me remettre en mise de cap vers Deauville. Pareil, hein, je vais refaire un direct, crac Deauville. Voilà, comme ça il me donne le sens pour y aller. On va se remettre en direction de Deauville, voilà. Donc mon moteur, on sait pourquoi il s'est arrêté, c'est à cause du carburant. Donc ou alors je décide de le laisser éteindre mon moteur parce que je ne sais pas trop où est la fuite et je ne veux pas prendre de risque. Ou alors je considère que c'est quand même mieux d'essayer de le redémarrer. Et pour ça, je vais utiliser mon réservoir de gauche. Mon réservoir de gauche, il me reste encore plein de carburant, ce qui fait que c'est pas du tout déconnant de dire que bien sur le même réservoir de carburant, je vais vouloir alimenter mes deux moteurs. Alors, quand je parlais de risque, le risque il est où? Il est en fonction de la fuite de carburant. Si jamais la fuite de carburant du réservoir donc de droite était par exemple au niveau de l'aile, dans ces cas-là, eh bien, on a identifié la fuite, ou pas d'ailleurs, mais si je mets ce au niveau de l'aile, eh ben, tant pis, c'est pas grave, le carburant est parti rapidement, c'est tout, j'ai plus de carburant là-bas. Maintenant, c'est que mon moteur fonctionne. Mais si maintenant je considère que ma panne carburant vient peut-être juste je sais pas moi, d'une conduite si vous voulez de fuel qui soit à proximité du moteur, eh bien ça veut dire que quand je vais vouloir le redémarrer en utilisant le réservoir de gauche, peut-être que je vais alimenter la fuite avec la fuite du coup tout le carburant qui est à gauche qui va également partir via le moteur droit par une fuite qui est à proximité du moteur, non pas dans le réservoir mais à proximité du moteur. Donc il y a un risque. Alors ce que je vais faire, parce que bon évidemment sans carburant c'est pas une solution d'avenir, donc je vais faire un relevé ici de mon carburant. Je vois que il me reste à peu près 12 gallons ici dans mon réservoir. 12 gallons. Là, je vais démarrer mon moteur, mon deuxième moteur, et puis je vais regarder ma consommation, qui sera à peu près aux alentours de 15 gallons hein, en additionnant les deux moteurs. Et de 15 gallons, si je consomme 15 gallons en 1 heure, ça veut dire que je fais 1 gallon en 4 minutes. Donc je vais démarrer mon moteur, je tiendrai prêt mon chrono, je prendrai un chrono par exemple d'une minute, et puis de 4 minutes, et puis en 4 minutes, logiquement, je devrais avoir seulement 1 gallon de moins que ce que j'ai actuellement. Si j'ai par exemple 3 à 4 gallons de moins, dans ces cas-là, c'est que je suis en train d'alimenter ma fuite, et que ma fuite était vraiment à proximité du moteur, et non pas dans l'aile, dans le réservoir comme je le pensais. Bon, on va redémarrer notre moteur. Alors pour ça, c'est pas très compliqué. Ce que je veux, c'est que mon réservoir, mon moteur de droite prenne sur le réservoir de gauche. Je vais donc ici, hop, me mettre, vous voyez c'est marqué crossfeed. Donc je suis actuellement en position de crossfeed, je referme. Et du coup, mon moteur numéro 2 est en position crossfeed, autrement dit, il va utiliser le carburant qui vient du réservoir de gauche pour être alimenté. En clair, mon réservoir de gauche va alimenter mes deux moteurs, moteur gauche et moteur droit. Je remonte ici. Je suis prêt à redémarrer mon moteur. La seule chose que j'ai à faire ici, c'est remettre le master sur on. Avec le mouvement de l'air, si vous voulez qu'il y a, je pense que mon hélice va redémarrer toute seule. Si ce n'est pas le cas, je la pousserai également avec un petit start ici et ça va permettre de démarrer mon moteur. Mais je pense qu'en mettant le master sur on, ça va suffire.
Donc je me tiens prêt. Ce qui va se passer, si jamais il redémarre, je vais le voir tout de suite avec les paramètres moteur ici. Et mon palonnier, c'est pareil, il va repartir en sucette, puisque là il est en vol symétrique. Mais il est en vol symétrique parce que je lui ai appliqué du trim au niveau du palonnier. Allez, je redémarre. C'est parti. Vous voyez, hop, ça redémarre. Je vais appliquer maintenant de la puissance sur les moteurs. Voilà, je vais revenir à peu près à 80%. Voilà. Et là, qu'est-ce qui se passe? Mon moteur est bien démarré. Si je regarde ici à droite, mon hélice, elle tourne. Voilà. Et je me retrouve avec mon vol qui est évidemment en désymétrie. Et je vais maintenant me remettre avec, voilà, le palonnier que je remets au neutre. Voilà. Je suis palonnier au neutre. Ça va stabiliser tranquillou. Mes paramètres moteurs sont vérifiés ici. Et je vais pouvoir remettre mon alternateur ici sur on. Voilà. Là, je suis revenu à une situation à deux moteurs. Et donc, ici, j'ai bien mon aile droite qui est vide. Mais j'ai toujours mon aile gauche qui est bonne. Je vais faire un start au niveau moteur. Et vous voyez, je suis à 11 gallons à peu près. Donc, je vais regarder dans 4 minutes ce que ça donne. Et vérifier si jamais je suis en train d'alimenter la fuite. Ou si jamais la fuite venait vraiment clairement du côté réservoir de droit. Et dans ces cas-là, je vais pouvoir continuer à voler avec mes deux moteurs. Ce que je vais faire, c'est que je vais diminuer, parce que je suis un feignant, voilà, 7 gallons 5 de chaque côté, ça me fait 15 gallons. J'en reviens avec ma règle, du coup, de 15 gallons par heure, ça fait 1 gallon toutes les 4 minutes. Donc logiquement, vous voyez, quand je vais arriver à 4 minutes, je devrais lire ici 10 gallons, grosso merdo. Je suis en train de refoutre le camp. On va repartir. Voilà. On a redémarré notre affaire. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va revenir faire une approche GPS, GNSS. Donc pour ça, alors on va se mettre ici, comme ça vous verrez mieux ce que je fais. Je me mets sur procédure ici, Select Approach, oui c'est bien ça que je veux faire, c'est bien sur Deauville, tout ça. Je sélectionne mon approche qui est une AirNav 30 GPS LPV, c'est parfait. Je sélectionne, il me demande mon point d'entrée de procédure. Je vais prendre le point, alors attendez, je ne sais pas comment il s'appelle ici. Là je suis plutôt... au nord, il doit y avoir un point là-dessus. Là. J'ai Xanor. Xanor, ça paraît pas mal. Allez hop, je vais prendre celui-ci. Xanor, oh, il est ici, bah, c'est très bien, il ira chercher là-bas. Allez hop, on y va. Hop, tac. Voilà. Et puis ce que je vais faire, mon plan de vol ici, je vais faire un direct. Alors, attendez. Pas un direct, pardon. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher mon point. Voilà. Ou même ce que je vais faire, vous savez quoi, c'est que je vais activer l'approche directement. Activate approach, crac. Et dans ces cas, il va me faire une direct sur Xanor ici. Je vais mettre en mode nav. Voilà. C'est le mode GPS, il est en train d'amorcer un virage par la gauche, comme ça, il va aller rechercher le point ici sur Xanor. Donc là, il va là-dessus, puis après, il repartira ici pour suivre sa procédure. C'est très bien, ça me donne le temps de phraser un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc ici, on a remis notre tube pitot, hein, il fonctionne normalement. Bah, vous savez quoi, on va créer d'autres pannes, de manière à ce que vous voyez un peu ce que ça donne, avant de phraser de l'approche. On va... Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ça. Ici, donc vous voyez, c'est la vitesse verticale. Ici, je vous apprends rien. La vitesse verticale, je vais la casser, par exemple. Voilà. Donc ici, elle peut très bien être cassée. Hein. C'est pas forcément lié uniquement à des capteurs, hein, comme un tube pitot. Ça peut être typiquement juste un problème d'avionique qui fait qu'on a perdu certaines fonctionnalités du Garmin 1000. Donc là, en l'occurrence, on a perdu la vitesse verticale. Est-ce que c'est emmerdant? Oui, on va pas se mentir. Est-ce que c'est grave? Non. Maintenant, un peu plus emmerdant, je peux parfaitement perdre également. Voilà, cette vitesse ici. Donc là,
je n'ai plus l'information, ce qui ne veut pas dire que mon pitot ne fonctionne pas, ça veut juste dire que ce qui faisait arriver l'information à mon avionique G1000 fait que ça merde à un endroit et du coup je n'ai plus cette information à disposition. Est-ce que c'est emmerdant? Oui. Est-ce que c'est grave? Non. Pourquoi? Puisqu'il me reste ma vitesse ici, ma grande speed à 162 nœuds, et j'ai toujours également mon instrument de secours qui continue à me donner ma vitesse indiquée et mon altitude. Et en parlant d'altitude d'ailleurs, je peux également être amené à avoir cette situation là, où là je n'ai pas non plus l'altitude. Et bien toujours pareil, est-ce que c'est emmerdant? Oui. Est-ce que c'est contrariant au point que ce soit vraiment très ennuyeux pour la poursuite du vol? Non, puisque j'ai toujours ici mon indicateur avec mes 2000 pieds. Voilà, donc je suis parfaitement capable de naviguer uniquement avec mon instrument de secours. Alors là, 4 minutes 20, on regarde où on en est du fuel, bah vous voyez, on arrive à 10 gallons. Donc on consomme parfaitement normalement sur la base de cette consommation là, ce qui fait que je peux répondre à la question du je ne suis pas en train d'alimenter ma fuite en carburant et je peux continuer à tourner comme ça avec mes deux moteurs qui pointent sur le même réservoir, donc le réservoir de gauche. Allez, ici j'arrête mon chrono, j'en aurai sûrement besoin tout à l'heure. Je synchronise mon cap, toujours avoir un cap synchronisé, hein, ça j'ai déjà dit en d'autres vidéos, de manière à ce que si vous perdez le contrôle, vous perdez vos GPS ou n'importe quoi, et bien il y a au moins le heading qui est prêt, ça fait que j'ai plus qu'à cliquer sur le bouton heading ici, de manière à ce qu'il y aille tout seul. Ensuite, quel est l'état de notre avion? Quand on commence à avoir des pannes comme ça, c'est toujours intéressant de faire un petit bilan et de regarder un peu ce qui se passe. Alors, bon, j'ai perdu certaines informations ici au niveau du G1000, donc je n'ai plus la vitesse, je n'ai plus l'altitude, je n'ai plus le vertical speed. Je navigue avec mon instrument de secours ici, qui continue à me donner ma vitesse, continue à me donner mon altitude. J'ai également ma grande speed ici, donc qui est ma donnée GPS. Donc tout ça, ça me suffit largement pour naviguer. Ensuite, au niveau de l'état technique de mon avion, qu'est-ce qu'il me reste? J'ai mes deux moteurs qui fonctionnent, par contre je n'ai un réservoir qui est inutilisable puisqu'il est vide. Donc je me retrouve avec un seul réservoir qui alimente les deux moteurs. Est-ce que c'est grave? Non. Qu'est-ce que j'ai comme conséquence? J'ai la conséquence que j'ai un réservoir qui est complètement vide, l'eau qui contient du carburant, ce qui fait que eh bien j'ai un comment dire, d'un point de vue équilibrage de l'avion, et ben en fin de compte j'ai plus de carburant. Enfin, j'ai du carburant dans l'aile gauche que je n'ai pas en l'aile droite, donc j'ai un léger déséquilibre qui fait qu'il faut que j'y pense lors de l'atterrissage. Donc une bonne pratique dans ces cas-là consiste à ne pas se laisser connement avec un pilote automatique qui soit engagé pratiquement jusqu'à l'arrondi, et qui fait qu'une fois qu'on reprend les commandes en courte finale au niveau de l'arrondi, on se retrouve avec un avion un peu déséquilibré et on soit un peu surpris. Le but dans ces cas-là, c'est d'être amené à un moment, avant l'approche par exemple, de déconnecter le pilote automatique, de regarder comment on sent l'avion, est-ce qu'il se comporte normalement ou pas, et ensuite on reconnecte le pilote automatique. Mais ça évite les surprises en courte finale. Voilà, qu'est-ce qui me reste au niveau de mon avion? Pas grand chose, sinon le reste de mon avion fonctionne normalement. Est-ce que je suis en situation d'urgence? Non, pas réellement. Est-ce que je suis en situation de panne? Oui. Donc effectivement, là ce serait le moment d'adresser par exemple un message de panne au contrôle pour indiquer qu'on a des problèmes quand même, on va pas se mentir, mais ce n'est pas non plus une situation de détresse. On va arriver sur Xanor, donc après il va effectuer son virage par la droite pour venir chercher l'approche. Si je regarde mon approche, alors je vais chercher ici. Bah vous savez quoi, on va même... et là on est trop bien, hein. On est trop bien et surtout j'ai besoin de la place là pour afficher la carte. Donc ce que je vais faire, allez hop, c'était pas prévu, crac. J'ai perdu mon MFD ici. Comme j'ai perdu mon MFD, vous voyez automatiquement ici, le PFD, Primary Flight Display, s'est reconfiguré de manière à me donner ici les paramètres au moteur, ce qui est évidemment important. Donc ça me permet de monitorer un peu ce qui se passe. Et ce que je vais faire, parce qu'une carte c'est bien, je vous rappelle qu'en aviation, hein, c'est on vole, on navigue et on communique. Donc voler l'avion, je vérifie, est-ce que ça a changé quelque chose pour moi? Non, je suis toujours avec tous mes modes engagés ici, mode GPS pour le mode latéral, en mode altitude pour mon mode vertical. Il faut que je monte par contre, je crois que c'est à 3000 pieds, je viens de le voir, 3000 pieds c'est ça. Donc je vais monter à 3000 pieds, je vais mettre en vertical speed à 500 pieds minutes, voilà. Et je suis en régime de montée, allez je vais augmenter un peu.
Voilà, à 85%, ça sera très bien. Donc là, je remonte vers 3000 pieds. Alors, j'ai plus ma vertical speed, mais on voit que j'ai quand même une assiette positive ici. Et je vois ici que mon altitude monte. Donc, je suis capable de voler mon avion. Tout est sous contrôle. Est-ce que je suis capable de naviguer? Oui et non. Oui, parce que je sais ce que je fais. Non, parce que je peux faire mieux que ça. Vous voyez ici, Inset, je peux afficher ma carte ici. Ici, Xanor, voilà. Je vais dézoomer un poil sur ma carte, de manière à toujours voir le prochain point qui est ici. Maintenant, je peux voler, je peux naviguer et je peux également communiquer puisque mes fréquences de communication sont valides ici. Si jamais elles ne l'étaient pas, j'aurais dans ces cas-là, je sais même plus comment c'est, je sais plus où, mais j'aurais, si voilà, j'aurais par exemple cette situation-là, crac, qui m'indiquerait que mes fréquences de communication ne sont pas utilisables. Bon, on s'en fout hein, aujourd'hui, donc elles sont utilisables. Ensuite, ici, donc là je suis en virage, je vais synchroniser mon cap. Voilà, pour avoir un cap approximatif. Voilà. Ensuite, ma fiche d'approche. Alors j'ai déjà fait un tuto sur la AirNav. Donc vous voyez l'avantage d'avoir pété le MFD, c'est que maintenant je vais pouvoir utiliser toute la place. Mon approche AirNav. Qu'est-ce qu'elle me dit de beau? J'arrive par Xanor ici. Voilà, ici ensuite un virage par la droite. C'est 3000 pieds ici pour l'interception du plan de descente. Et ensuite je vais effectuer mon approche vers ma piste 30. La coupe m'indique là les 3000 pieds, c'est bon. Intermédiate fixe qui est ce point là, à 3000 pieds. Et je poursuis au cap 298. Voilà, 298 pour arriver jusqu'au FAF qui s'appelle RG508. Le FAF RG508. Et là je débute ma descente sur un plan de 3 degrés vers mon minima. Ici, on est bien, on est en route, vous voyez, de Xanor à RG506, donc de Xanor à RG506, c'est parfait. Ce qu'il faut que je vérifie maintenant pour mon approche AirNav, voilà, ce sont mes minima. Donc j'ai des minima LPV, des minima LNAV VNAV et des minima LNAV. La circling, ce sera sans objet pour aujourd'hui. La LPV, puisque je l'ai, je vais évidemment l'utiliser. Donc la LPV, je vous rappelle que c'est une approche GPS qui me donne un guidage à la fois latéral et vertical. LNAV VNAV, c'est une approche GPS qui me donne également un guidage et latéral et vertical. Et LNAV, c'est une approche GPS qui ne me donne qu'un guidage latéral, donc c'est moins précis. Le plus précis c'est celui-ci un peu moins et celui-là encore moins. C'est pour ça que les minima qu'on a ici en fonction de la catégorie avion, pour moi c'est un catégorie B, un DA62 je pense. Donc catégorie B, ça veut dire que on a un plafond à 740 pieds pour l'altitude de décision et une visibilité RVR, hein, Runway Visual Range, donc une visibilité de 900 mètres. En clair, donc il me faut, pour effectuer cette approche-là, 900 mètres de visibilité et mon altitude de décision est à 740 pieds. Ce qui signifie qu'à 740 pieds, si je vois la piste, je peux poursuivre mon approche. Si je ne la vois pas, c'est une remise de gaz obligatoire. La différence, parce que je vous ai dit qu'ici c'est un guidage latéral et vertical, pareil pour ici. La différence entre les deux, c'est que ici, la LPV, bon, les deux évidemment c'est une percée GPS, ça veut dire qu'ils vont utiliser les GPS de manière à pouvoir se situer en 3D, donc de manière latérale et verticale. Et la LPV va faire quelque chose de mieux encore, c'est qu'elle va être capable d'utiliser une autre constellation satellite, des satellites géostationnaires, et cette constellation additionnelle va être capable de me donner un signal GPS qui va être encore plus précis, qui va pouvoir corriger la position des autres GPS que j'aurais capté en temps normal. Donc comme je reçois justement cette constellation satellite additionnelle, si jamais c'est le cas, je vais être capable de descendre vers des minima LPV. Donc vous voyez ici c'est 740 pieds, alors que sinon je serais contraint d'avoir des minima à 880 pieds. Sachant qu'aujourd'hui j'ai un plafond de 800 pieds, ça veut dire que je peux shooter ma LPV. Par contre je ne peux pas shooter une approche LNAV VNAV puisque eh bien, mon plafond étant à... Je vais sortir de la couche à 800 pieds seulement. Et le problème c'est qu'ici à 880, il faut que je vois la piste, sinon je remets les gaz. Donc pour l'instant je considère que je suis éligible à une approche LPV, puisqu'a priori c'est le cas pour mon avion s'il fonctionne normalement. Donc je vais effectuer cette approche là. Maintenant c'est forcément
sous réserve que je puisse bien recevoir cette constellation satellite. Et je vais le voir ici. Pour l'instant, vous voyez, c'est marqué GPS et terme pour zone terminale. Donc pour l'instant, il ne m'indique pas encore la situation au niveau du LPV, savoir si jamais je suis éligible ou pas, mais il va l'indiquer un peu plus tard lorsqu'il sera justement en route sur son point final. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à configurer mon avion. Donc vous voyez, ça vous oblige ici à travailler avec votre instrument de secours. Donc je vais diminuer tranquillou ma puissance. Voilà, il est en train de virer par la droite et regardez, c'est marqué LPV. Donc je suis éligible à la percée LPV. Et là, il m'a activé le guidage vertical ici, de manière à pouvoir en bénéficier. Donc là, je suis en train de virer par la droite. Et lorsque je vais arriver, donc je suis ici, lorsque je vais arriver ici au FAF, RG508 qui est à 4 nautiques 7, je vais pouvoir débuter mon approche. Alors ça, c'est si tout va bien. Parce qu'évidemment, si tout va pas bien, je vais vous le montrer. Donc ici, c'est marqué LPV. Si maintenant, mon capteur justement de cette constellation satellite additionnelle est cassé. Regardez, je vais le casser maintenant. Crac. Il s'est passé quoi? Au lieu de LPV, c'est marqué approche. Et ici, j'ai perdu mon guidage vertical. Donc comme j'ai perdu mon guidage vertical ici, puisque je n'ai plus cette constellation satellite, il me met en mode approche ici. Et du coup, je n'ai plus le choix que de faire une approche LNAV. Donc je suis un peu dans la merde là, parce que du coup il faut que je gère. Alors le latéral va être guidé par le GPS, c'est déjà fait, mais le vertical, il va falloir que je le gère moi-même. Alors je vais remettre mon capteur parce que c'est pas l'idée. Voilà, j'ai remis mon capteur ici, je suis en LPV, j'ai mon guidage vertical. Je vais armer mon mode approche. Voilà ici, et en l'armant, vous voyez, il y a mon GPS /V pour Vertical Guidance qui est activé, ce qui fait qu'il me dit, il n'y a pas de problème, pour effectuer ton approche, tu as ton guidage latéral ici, ton guidage vertical est en stand-by, il va venir ici tranquillou, et comme j'ai mon signal LPV, je suis en mesure de pouvoir effectuer mon approche. Mon signal, vous voyez, il commence à arriver, j'arrive à 1 nautique 5 du début descente, je vais commencer à configurer mon avion, parce que je discute, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et ensuite, je vais descendre sur mon plan de 3 degrés vers mes minima de 740 pieds. Alors, mes minima de 740 pieds. Donc là, pour l'instant, je vais mettre un cran de volet. Je vais mettre mes minima à 740 pieds ici. Alors ça, la petite sirène qu'on entend, c'est parce que j'ai trop réduit les gaz sans le train sorti. Ça arrive. Voilà, je vais me ressortir encore un cran. Et ici, vous voyez, je vais pas tarder à intercepter mon plan, enfin mon FAF, hein, 0,2. Et là, c'est pareil, crac, GP est passé green. Donc du coup, je suis maintenant sur mon axe en guidage latéral. Je suis en train de suivre mon guidage vertical. Donc là, il va y aller tranquillement. Ma vitesse, je vais me mettre entre 85 et 90 nœuds, ce sera très bien. Et mes minima, parce que j'en étais là, je vais les mettre maintenant. Voilà, et j'ai dit que c'était à 740. Voilà, 740, c'est fait. Ici, je vais recacher ça. Je vais garder ma carte ici. Voilà. Ensuite, ici, si je devais remettre les gaz, bah dans ces cas, ce serait dans l'axe, ça prend virage gauche. De toute façon, je le ferai un petit peu à ma main, là. On va pas se prendre la tête avec ça. Je vais cacher ma carte pour l'instant. Je vais vérifier que mon avion est configuré correctement. J'ai bien mes volets sortis. Mon train sorti verrouillé ici, 3 vertes. Voilà, c'est parfait, j'ai tout. Et je vais pouvoir également mettre mes landing lights, taxi lights. Voilà, je suis prêt, je suis à 6 nautiques en finale, tout va bien. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que là, je vais recasser mon capteur. Si je recasse mon capteur LPV, dans ces cas-là, bah lui, il va pas être content, hein. Il va me dire, là, ça marche plus du tout, camarade, ton approche, tu n'es plus capable de la faire proprement. Donc, si jamais on n'est plus capable de faire notre approche proprement, dans ces cas-là, on n'a pas le choix que de remettre les gaz. Donc, on remettra les gaz, c'est pas un problème. Hop, ce que je vais faire. Alors, j'aurais pu zoomer
de manière à ce que vous voyez mieux l'écran, mais en même temps, quand je vais refaire une séquence de remise de gaz, ça vous permettra de voir un peu la séquence. Je vous la rappelle, si jamais j'effectue une remise de gaz, dans ces cas-là, je déconnecte l'autopilote, je mets les gaz à fond, je vais tirer tranquillou sur le manche, je vais rentrer tout de suite un cran de volet, parce que sinon j'ai trop traîné, et lorsque je serai avec un vario positif, ici donc avec une assiette positive, je vais rentrer le train, et puis tranquillou rentrer les volets. Et je vais monter, monter vers mon altitude de remise de gaz qui était 3000 pieds, je crois, j'ai lu tout à l'heure rapidement. Monter, c'est ça, ensuite ce sera un virage par la gauche, c'est ça, et vers 3000 pieds. Et vers XA Sud pour une autre approche. Voilà, donc j'ai déjà mis mon 3000 pieds ici, il est réglé, c'est parfait. Là je suis en train de passer, vous voyez 1740, je suis à 1000 pieds de mes minima. Donc je suis paisible, la vitesse est correcte, on pourra réduire un petit poil. Alors c'est pareil, vous voyez, ça c'est des trucs à savoir. Je vous ai dit tout à l'heure qu'un réglage correct, lorsque vous ne savez pas trop quoi faire des gaz, ou après un décrochage, ou alors lorsque vous avez un problème de pitot, en croisière vous mettez 80%, ça va fonctionner. Et vous voyez, en trajectoire d'approche comme ça, si vous étiez emmerdé, vous mettez à 45%. Comme ça, avec le train et les volets, vous allez voir que vous allez stabiliser entre 90 et 95 nœuds. C'est très bien. Vous n'allez jamais péter l'avion comme ça, quoi. Voilà, je suis stabilisé sur ma trajectoire. Et puis donc là, je vais casser mon récepteur. Alors si jamais j'étais en vue du terrain, évidemment je pourrais poursuivre à vue, il n'y a pas de problème. Là je ne vois rien du tout. Et là je casse mon récepteur. Crac. Vous voyez, ici je n'ai plus LPV, c'est marqué approche. Ici il s'est mis en mode MASIC qui sont les modes roll et pitch. Ce qui fait que mon avion il est en train de grenouiller, garder à peu près la même attitude sans faire quoi que ce soit. Ça ne me convient pas, je ne suis pas en vue du terrain, je ne suis plus capable de conduire mon approche. Donc je remets les gaz. Je remets les gaz, la pleine puissance. Je vais venir tranquillement, il n'y a pas d'urgence, en assiette positive, en même temps que je rentre mes volets. Et là je remonte. Je suis sur une assiette positive, je vais rentrer mon train. Voilà, je ne vais pas monter trop fort, ma vitesse, vous voyez, elle augmente tranquillement, 101, 102 nœuds, je le vois sur mon instrument de secours. Je rentre mon dernier cran de volet. Voilà, je remonte paisiblement, je vais mettre en mode heading par exemple pour garder le cap actuel. Et puis je vais monter vers, je vais monter en, vous voyez, comme ça en pitch. Tiens, on va prendre ce mode là, nose up. Voilà, vous voyez, je suis en train de jouer avec le pitch, mettre nose up, comme ça, je ne vais pas le mettre trop fort, je vais mettre, allez, comme ça c'est bien. Autopilot sur on. Crac. Voilà. Alors là, si je relâche le manche, il n'est pas content. Je vais réduire un peu ma puissance. Voilà. Il va retrouver ses petits. Voilà, je vais mettre par exemple à 80%, 85% sera très bien. Il est en montée, ici, en cap, donc le cap de la piste, en pitch, donc le pitch c'est à 8 degrés, c'est ce que je lui ai mis à peu près. Il monte vers 3000 pieds, sachant que là il est en train de passer, vous voyez, 2300. La vitesse elle chute un petit peu, donc vous voyez ce que je vais faire, c'est que je vais diminuer le pitch, tranquillement. Voilà, je vais le passer à 5 degrés par exemple, ce sera très bien. C'est parfait. Et puis là, ce que je vais faire, je suis stabilisé sur ma trajectoire. On va se remettre tranquillement au virage. Ouais, non, on va laisser faire encore. Allez, là je suis bien. Je fais ma checklist après le décollage. Parce que ça revient au même, après la remise de gaz. Donc ici mes phares, c'est coupé. Ensuite, mes volets sont rentrés. Mon train, il est rentré. Logiquement, je ferai attention ici à ma pression, mais je reste au QNH. Donc 1013, en montée vers 3000 pieds. J'arrive à mes 3000 pieds, ma vitesse accélère. Mes paramètres moteurs sont vérifiés. Je suis bien ici, je ne suis pas en train de les surcharger. Je vais même réduire tranquillou à 80%. Voilà, 80%, c'est parfait. Mes paramètres moteurs, c'est vu. Ma quantité de pétrole, il m'en reste encore. Bon, ça réduit quand même, mais il m'en reste. Voilà, c'est parfait. Maintenant, ce que je vais vouloir faire, eh bien, je vais vouloir faire une autre approche. Sauf que ce qui va se passer,
puisqu'il n'y a rien qui se passe bien dans ce bas monde. Je vais couper maintenant et je vais avoir une panne sur le moteur numéro 1. Crac. Alors regardez, j'ai une panne sur le moteur numéro 1, c'est à 0. Ici, mon hélice, le nombre de tours par minute, forcément ça diminue. Ici, je vois que mon palonnier, c'est parti en sucette, je suis en vol dissymétrique. Et du coup, c'est comme tout à l'heure, attention la vitesse, elle se casse la gueule. Tout de suite, je vais corriger ici au palonnier de manière à pouvoir revenir en vol symétrique. Voilà, je suis pas trop mal. Ensuite, c'est l'hélice en drapeau. Alors, il faut faire gaffe. Attention, on vérifie à chaque fois. On parle du moteur numéro 1, c'est vérifié, c'est moteur numéro 1. Je coupe le moteur numéro 1, c'est vérifié, je le coupe. Crac. Ici, c'est vérifié, je suis à 0. Je vérifie ici, mon hélice est bien mise en drapeau. Donc, elle est dans le flux, ce qui fait que ma vitesse, elle a dû recommencer, vous voyez, à accélérer maintenant, ce qui est normal. Et puis je poursuis ma checklist avec mon alternateur ici qui est sur off. Voilà, mais j'ai toujours l'alternateur de droit qui tourne. C'est parfait. Mon palonnier, eh bien, hop, je vais le régler pour garder mon vol symétrique de manière à ce que mon avion puisse accélérer proprement. Je ne suis plus que sur un seul moteur, ce qui fait que je vais augmenter un peu la puissance. Je vais mettre à 85% par exemple. Très bien. Voilà, 85%. Et puis là, je vais mettre en virage par la gauche pour revenir tranquillou aller vers Deauville. Je vais zoomer un cran. Voilà. Allez, on est pas mal. Il me reste une action à faire. Souvenez-vous, quand on a un moteur, une panne moteur, le palonnier, donc ça se fait au pédale et puis ensuite on contrôle l'effort tout de suite avec le trim, sinon on en chie un peu. Ensuite, ici, l'hélice, on la met en drapeau. Donc, on vérifie à chaque fois le moteur. C'est bien le moteur numéro 1, enfin le moteur de gauche. Donc, c'est coupé à gauche. L'alternateur, c'est sur off. Et ensuite, il y a le fuel également à couper. Mais là, attention, ça, c'est le gros piège à con pour militaire isolé. Je vous rappelle qu'on a une fuite carburant ici au réservoir de droite. Donc, pour l'instant, notre moteur, il nous reste un moteur qui est le moteur de droite, ici. Mais lui qui se tourne en étant alimenté par le réservoir de gauche. Donc ici, celui-ci est en cross-feed parce qu'il utilise le réservoir de gauche. Logiquement, comme je suis en panne moteur sur le moteur de gauche, je devrais mettre celui-là sur off. Mais si jamais je coupe le réservoir carburant de gauche, du coup je vais couper également l'alimentation ici pour mon moteur. Donc ce n'est pas ce que je veux faire ici. Alors ce que je vais faire là, je vais garder ici donc mon sélecteur carburant ici. Je reste en crossfeed. Voilà. Alors attendez. Être sûr que je dise pas de bêtises quand même. Ici je le coupe. Crac. C'est coupé. C'est moi qui vous dis une bêtise, pardon. Je peux couper mon réservoir de carburant puisque de toute façon ici je n'ai juste coupé l'alimentation seulement vers le moteur de gauche et je reste tourné ici en crossfeed. Donc lui il continue à être alimenté par le réservoir de gauche. À force de faire des conneries, on ne sait plus. Donc voilà, donc là, mon moteur est sécurisé proprement. Et mon moteur de droit continue donc à tourner en étant alimenté par le réservoir de gauche. Mon vol est stabilisé. Ma vitesse 118-120 nœuds, c'est commerçant, c'est parfait. Je suis à 3000 pieds. Mon altitude après remise de gaz, c'est très bien aussi. Et ce que je vais pouvoir faire, par contre, là je ne tourne plus que sur un seul alternateur. Je vais considérer que je ne vais pas pouvoir redémarrer mon moteur numéro 1, ce qui fait que du coup je vais vouloir limiter la charge électrique parce que j'ai plus qu'un alternateur. Donc je vais regarder, vous voyez dans mes breakers ici, ce que je peux pouvoir couper sans que ça m'emmerde trop sur la poursuite du vol. Est-ce que je vais pouvoir couper grand chose? Alors par contre, là ce que je ferai, non, pas forcément. Ici le taxi light, vous voyez, ça je pourrais le couper par exemple. Ça je vais le garder, landing lights. Peut-être en avoir besoin, je vais le garder pour l'instant. Oui, peut-être pas grand chose que je vais pouvoir couper. Le COM 2, à la rigueur je m'en tamponne, ce qui me reste le COM 1. L'ADF, je m'en fous, parce que de toute façon je n'utilise pas. Le DME, j'en ai avoir besoin. Le Weather Radar, j'en ai pas besoin. Vous voyez, je vais regarder quand même si j'ai 2-3 breakers comme ça à couper, ce qui fait que c'est toujours ça de moins qui va surcharger mon avion en consommation électrique. Là c'est pareil, les feux de position et les strobes.
bah, je pourrais, pour le principe, si vous voulez, mettre les strobes par exemple sur off. Limiter un peu ma consommation. Et ce que je vais faire, parce que là quand même je commence à avoir un avion avec beaucoup de panne, avec un moteur en panne, l'autre qui est alimenté par un réservoir qui n'est pas le sien théoriquement parce que j'ai une fuite de carburant, là ça mériterait clairement que je me remette ici en transpondeur, je vais rezoomer, en transpondeur, code, et là je vais mettre en code de détresse 7700, voilà, et avertir le contrôle que je me déclarais dans ces cas-là en situation de Mayday, de manière à demander la priorité pour l'approche et l'atterrissage. Ici, ce que je vais faire justement, ça tombe très bien, je vais mettre en virage par la gauche, et je vais venir aller rechercher Deauville, ici, donc pareil, hein, vous vous souvenez, direct sur la piste 30, c'est parfait, voilà, hop, et voilà, comme ça je vais mettre mon heading dans la même direction. Crac. Et qu'est-ce que je vais pouvoir faire comme approche? Alors j'ai vu que mon GPS, du coup j'avais perdu le récepteur, le capteur qui me permet d'avoir la constellation satellite géostationnaire, donc je ne suis plus éligible aux approches LPV, ce qui fait que du coup je suis comme un con, puisque comme je ne pouvais plus limiter, enfin descendre pardon, vers des minima LNAV, VNAV, puisqu'il me faut que je vois la piste à 880 pieds et que j'ai un plafond pas de peau à 800 pieds par rapport au niveau de la mer, bah, du coup je ne peux pas la faire celle-ci. Donc la seule procédure que je puisse faire, hein, regardez comme le scénario est bien fait, c'est mon approche ILS. Mon approche ILS qui, elle, me demande des minima. Vous voyez, une altitude de décision à 670 pieds et une RVR à 750 mètres. Donc, je vais revenir vers mon ILS. Vous voyez, là, je suis en train de revenir tranquillou vers Deauville. Donc, je suis en train de revenir comme ça. Ce que je vais faire, c'est je revenir vertical au moyen. Et puis, juste pour le plaisir, je vais venir m'intégrer ici, comme ça, dans le circuit. Et puis, venir faire mon approche. Il est évident que là, on est en situation d'urgence, c'est pas ce que je ferais dans la vraie vie. Hein. Mais là, après tout, hein, on va se faire plaisir. Donc, j'ai mis mon VOR de Deauville ici. Je suis en heading, ce qui fait que ce que je vais faire, je vais me mettre ici mon CDI. Je vais le mettre, voilà, sur le VOR 2, qui est calé sur le VOR de Deauville. Je vais le synchroniser ici, crac, et il me donne directement la direction à suivre. Voilà, pour aller vertical de mon VOR. Donc je vais faire ça. Et là, comme ça, je me mets en cap direct pour aller rejoindre mon VOR de Deauville, qui est, vous voyez, le Initial Approach Fix, qui est mon point de début d'approche. Donc je vais faire ça, je resynchronise encore une fois. Voilà, 88, 88, c'est parfait. Et là, ce que je vais faire, vous voyez, on voit bien qu'il est en route directe sur Deauville. Maintenant, je vais pouvoir rentrer mon approche. Rentrer mon approche, je clique sur procédure. Je vais effectivement sélectionner mon approche. ILS 30, c'est exactement ce que je veux faire. Là, il me dit via Vector ou via Dodim. Alors, Dodim, il est ici, le YAF. Eh bien, je vais faire ni l'un ni l'autre. Si je le faisais via Vector, ça veut dire que du coup, le contrôle aérien va me donner un guidage radar pour m'amener tranquillement vers l'axe final. Moi, ce que je veux faire, je vais lui mettre quand même Vector, puisque c'est ce qui correspond le mieux à ce que je veux faire ici. Je vais mettre Vector. Voilà, les minima, tiens, je vais les régler tout de suite pendant que j'y suis. Ils sont de 670. On va les régler. Voilà, 670, crac. Non, pardon, j'ai fait une bêtise. ILS 30, c'est bon, via Vector, barreau 170. Voilà, et ici, je vais activer mon approche. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je fais ça, je vais virer ma carte. Voilà, je reviens pardon sur ma carte ici. Et là, je suis bien. Voilà, je suis en guidage sur le VOR de Deauville. Parfait. Pas en guidage, je suis en heading. Donc là, je vais tourner dessus. Hein. Je suis bien. Vous voyez, j'ai synchronisé mon VOR. Donc il m'indiquait que c'était un cap 88, une course de 88 pour aller rejoindre la verticale. 88, c'est parfait. Et là, je vais venir ici. Ensuite, si je lis mon approche, donc après ce que je vais vouloir faire, donc ici, je vais m'éloigner de 30 degrés par rapport à l'axe. Donc 30 degrés, ça fait 298 moins 180, ça fait 118. 118 moins 30, ça fait 88 degrés. Donc je suis pile poil déjà au bon cap. Donc en passant vertical, je maintiens le cap au 88 pendant 1 minute d'éloignement. Je reviens ensuite comme ça au 298. Je vais venir faire mon circuit d'attente ici. Enfin mon circuit d'attente, mon circuit, pardon, pour revenir
après shooter mon approche ILS. Encore une fois, hein, dans la vraie vie, on est en situation ici de détresse hein, par rapport à l'état de notre avion. C'est pas ce qu'on ferait. Hein. On demandera un guidage directement comme ça pour nous ramener ici, débuter l'approche et puis faire l'ILS. Là, c'est juste franchement non standard, mais c'est parce que j'ai encore une ou deux choses à vous montrer. On est bien. Notre ILS est synchronisé ici, 111.55. On vérifie la fréquence, 111.55. Ensuite, ici, le circuit se fera comme ça et c'est marqué 3000 pieds. 3000 pieds, ça tombe bien, je suis déjà à 3000 pieds. Après, qu'est-ce que j'aurai comme indication ici? 3000 pieds, 1 minute d'éloignement, mais c'est surtout 11 nautiques de Delta Victor. 11 nautiques Delta Victor c'est l'ILS. Donc ce que je peux faire également, c'est me mettre au niveau... Alors attendez que je fasse pas de conneries. Je reviens, ouais, voilà, crac. Et ici j'ai Delta Victor, 3 nautiques 5. Voilà, j'ai déjà mon indication de distance. Bon bah je suis pas mal. J'arrive à... Alors mon VOR 2, je ne l'ai pas indiqué, je vais pouvoir l'indiquer maintenant. Voilà, mon VOR 2, il me dit que je suis à 4 nautiques 7 de la verticale de Deauville. C'est parfait, je suis à une vitesse d'approximativement 120 nœuds. 120 nœuds, ça fait 2 nautiques minutes, donc j'y serai dans 2 minutes, quoi. Bon bah voilà, on est pas mal. Ici, bon, c'est à peu près tout dit hein, pour l'approche. Encore une fois, hein, tout ça, j'ai déjà décrit dans plusieurs vidéos sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à aller voir si jamais vous avez des questions sur la lecture de la carte ou sur la manière de bien comprendre la manière de voler ce genre d'approche. Voilà, moi je considère que c'est acquis maintenant. Donc je vais pas m'étendre plus. C'est con ce que je fais, parce que de toute façon le MFD me sert à rien non plus. Je vais virer ça de manière à bien me concentrer. Voilà, ici, donc ma prochaine étape c'est les verticales. Je garde le cap 88, 1 minute d'éloignement, et puis ensuite je reviens ici au 298. L'état de mon avion, on en a parlé. Le fuel, il me reste 5 gallons. C'est pas top, hein, mais bon, vous voyez, je consomme 8 gallons .3 à l'heure. Là, je pourrais réduire un petit peu. Bon, maintenant, si je réduis la puissance moteur, je volerai un peu moins vite aussi. Pour le principe, c'est ce que je ferais en temps normal, si vous voulez. Bon, là, maintenant, je pense que ça fait déjà quelques temps que je parle. Ça fait... C'est pas possible. Plus d'1h15 déjà que j'ai commencé cette vidéo. Hein, on va abréger un peu les souffrances. Ici, je vais juste zoomer un poil. Voilà, je vais arriver vertical, c'est vérifié ici. Ce que je vais faire, c'est que je me sens prêt à lancer mon chrono ici. Voilà, pour 1 minute. Alors vous voyez, l'aiguille du VOR commence à se décaler, mais ça j'ai déjà dit en d'autres tutos aussi, en disant attention, quand on se rapproche, plus on a l'impression qu'il faudrait faire de corrections, il ne faut surtout pas le faire, hein. Ça c'est un piège à con. Donc là on n'est pas mal, l'aiguille au fur et à mesure elle va s'éloigner, ce qui est normal, dès qu'on va passer vertical, mais il ne faut surtout pas faire des corrections. On était bien, on y reste. Parfait, on arrive à la verticale, on est au cap, allez crac, je démarre mon chrono, vous voyez mon aiguille change, hop. Et je suis parti pour 1 minute d'éloignement. À l'issue de laquelle je vais revenir donc, par un virage droite pour revenir sur l'axe de mon ILS à une course de 298. Et bien vous savez quoi, puisque je suis quelqu'un de feignant, je vais régler tout de suite ma course au 298. Ça va m'aider. Voilà. Bon, sinon on est pas mal, hein. Le fuel on en a parlé, je suis parfaitement en vol stable malgré moins de moins 1, vous voyez, hein, je suis avec un moteur en moins, je suis à 85% de puissance, je suis en vol symétrique. Écoutez, hein, on est pas mal quand même, compte tenu des circonstances, on est bien. On a quand même un certain nombre de pannes, hein. On n'a plus ça, on n'a plus ça, on n'a plus ça non plus. On a perdu la COM2, on a perdu un réservoir carburant. Alors, tout ça c'est pas une solution d'avenir, hein, mais finalement vous apercevez que cet avion là vole très bien. 1 minute, allez crac, virage par la droite. Et on va revenir donc vers le 298. Alors ça, je vais pouvoir arrêter mon chrono. Je vais l'enlever. Voilà, comme ça on voit ce qu'on fait ici. Virage par la droite. Et j'irai jusqu'au 298.
Ici, si je zoome un peu, parce que là on voit pas grand chose quand même, hein. Vous voyez, on est en train de virer par la droite, il va revenir s'aligner. Et logiquement, quand il va être stable au cap 298, je devrais être à peu près avec mon aiguille ici du VOR, qui est déjà avec la course 298, vous voyez, elle commence à rentrer. Je devrais être à peu près stabilisé, elle devrait être à peu près axée. Un poil. Bon, il faudrait quand même que je fasse quelques degrés à droite, si vous voulez, pour être bien. Bah, vous savez ce que... Regardez, ce que je vais faire... Non, je vais le chercher comme ça. Hop, je vais mettre quelques degrés à droite. Voilà, j'ai pris 10 degrés d'écart, vous voyez, pour aller la chercher. Je reviens 10 degrés à droite, et puis l'aiguille, elle va re-rentrer tranquillou, et puis on sera bien. Voilà, elle est en train de re-rentrer, j'arrive à un nautique 6, c'est parfait. Allez, crac, j'y arrive. Vous voyez, paf, sur la course de 198, on est dessus, on se remet au cap. On est bien, on bouge plus. Et dès qu'on arrive vertical, on se met par la droite au cap du coup 118 en éloignement. Hein, je remets ici, ce sera ici, hop, par la droite au cap 118. On a 0 nautique 5 de la verticale, on touche à rien ici, hein. On est peut-être très légèrement désaxé, mais franchement, vous voyez, on n'est pas là pour faire du mal aux mouches non plus, hein. On arrive vertical, ce sera très bien. Allez, crac, on est passé vertical. Allez, hop, virage par la droite. Et là, je vais le mettre au 118. Voilà. Et donc, bah, je pourrais prendre un chrono, mais finalement, ici, vous voyez, j'ai... Si c'est 1 minute d'éloignement, et j'ai 11 nautiques ici, Delta Victor. Eh bien, je vais faire ça, je vais attendre jusqu'à 11 nautiques de Delta Victor, et puis ce sera très bien. Allez, je vais faire ça. Donc le Delta Victor, il est ici, j'ai ma distance qui est ici. Je n'ai pas besoin de celle-ci, donc du coup, quand j'ai plus besoin, hein, j'aime bien nettoyer mon écran, c'est déjà assez le bordel là-dessus, je l'enlève, voilà. Donc maintenant, je n'ai plus que mon ILS qui me suffit largement. Et j'ai sa course 298 qui est déjà paramétrée, donc ce sera très bien. Voilà, donc là c'est en train de se stabiliser. Alors ce que je vais vouloir faire, je vais vouloir commencer à configurer mon avion. Alors, dans la vraie vie, ce serait une erreur. C'est-à-dire que là, vous voyez, j'ai plus qu'un moteur qui tourne. Si je veux commencer à sortir les volets, par exemple, ou le train atterrissage, c'est pas forcément très intelligent parce que du coup, je vais traîner, je vais avoir des traînées, si vous voulez, qui vont freiner mon avion. C'est pas comme ça que je le ferai dans la vraie vie. Je le ferai plutôt une fois que je suis bien établi, comme ça, vous voyez, sur ma course finale. C'est là que je m'amuserai à le faire. Ici, c'est juste pour jouer un peu avec le système. Donc, ce qu'on va faire. Donc on est d'accord, hein, je vais vous enlever la carte là. On arrive à 2 nautiques, vous voyez, on est à 9 nautiques. Donc lorsqu'on arrive à 11 nautiques, on vire par la droite et puis on revient ici sur l'axe ILS. Et puis une fois qu'on arrivera sur l'axe, crac, ici on est bien 3000 pieds. On sera sur l'intermédiate fixe ici en sortie de virage. Et dès qu'on arrive au FAF à 8 nautiques, dans ces cas-là, on débute la descente sur un plan à 3 degrés. Allez, j'enlève ma carte. J'en ai plus besoin, j'ai déjà mis les minima, tout va bien. Là, maintenant, ce que je vais vouloir, allez, pour une raison X ou Y, j'ai envie de configurer mon avion tout de suite parce que j'aime pas trop la situation et d'ailleurs c'est pas forcément tort et je veux être certain que mon avion sera configuré proprement. Donc, hop, je vais faire ça de manière à avoir une vue plus globale. Bon, je vais mettre mon avion en virage quand même. On va attendre, là on arrive à 10 nautiques 5, on passe, il n'y a pas le feu. Et donc mon avion, je vais le mettre, c'était 298. Je vais le mettre au cap. Allez, crac. Voilà, je le mets au 298. Parfait. Et là, ce que je vais faire maintenant...
Non, c'est rien. Vous savez quoi? On va pas configurer l'avion trop tôt. Ça sert à rien. On va essayer de le faire comme on le ferait dans la vraie vie. Pour l'instant, je suis juste avec un seul moteur. Je suis en virage, donc je perds un peu en performance. Je vais attendre un peu. Allez, on va attendre la sortie de virage. On va faire ça propre. Donc ici, je suis à 118 nœuds toujours. Donc c'est commerçant comme vitesse, hein. Donc là, je suis très bien. Toujours sur N-1. Quand j'ai N-1, c'est une déformation N-1. N, c'est le nombre normal de moteurs, hein, donc de moteurs. Et donc du coup, N-1, bah, on a un moteur en moins, on est donc sur un moteur. Ici, vous voyez, la course est rentre. Et ce que je vais faire, je vais armer le mode approche. Crac. En armant le mode approche, ici, eh bien, alors attendez, j'ai fait une bêtise. C'est parce que je suis, pardon, pas sur le bon mode. C'est où ça? PFD. Ah, CDI. Il faut que je me mette maintenant sur le VOR, le LOC 1 pour l'ILS. Voilà. Donc là, je suis ma discussion, il était sur le VOR de Deauville. Donc le LOC 1 qui est l'ILS, j'ai armé le mode approche, ça fait qu'il a capturé le LOC. Donc là, je suis bien, c'est parfait. Et le glide qui est en stand-by ici en blanc. Et ici, le glide qui est en stand-by. Ce que je vais faire maintenant, c'est réduire ma vitesse et je vais vouloir sortir mes volets. Sortir mes volets. Alors, crac. Je les sors. Vous voyez, j'ai demandé à sortir les volets, et bien les volets ne sortent pas. Donc ça peut arriver malheureusement, j'ai les volets qui sont bloqués. Alors j'ai tellement de merde sur ce vol là que peut-être, bon là en l'occurrence c'est moi qui l'ai déclenché, mais ça peut arriver que dans ces cas les volets ne sortent pas. Le problème, ça va être quoi? Bah pas grand chose. Je vais éviter de toucher la commande pour éviter de foutre le bordel plus que ça ne l'est déjà, parce que peut-être qu'ils sont déjà à moitié sortis. La seule chose, c'est que je vais devoir majorer ma vitesse quand même en finale. Et je vais majorer ça. Je vais prendre 90 nœuds si vous voulez en finale. 95 nœuds même, ce serait bien. Je vais prendre 95 nœuds en vitesse finale. Ce qui est logique, hein. Je n'ai rien comme moyen de volet, pardon, de bec et de volet de manière à pouvoir améliorer la portance. Donc du coup, j'arrive avec une vitesse supérieure. Ici, il a capturé le glide, il est en descente. Je vais sortir le train d'atterrissage. Voilà, crac. Je réduis ma vitesse, tranquillou. Voilà. Et là, vous voyez, dernier problème, là je n'ai que deux vertes ici, il me manque, si je me mets en vue extérieure sur mon avion, effectivement, je n'ai pas la roue avant. On va pas se mentir, hein, c'est un peu emmerdant. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est pas bien grave. On est à 4 nautiques 4, voilà, c'est ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir ici, hop, le train en secours, crac, ici, et du coup, il va le sortir. Là, ça va mettre un peu plus de temps pour qu'il le sorte. Ici, je vous rappelle qu'on est N-1, on est donc en vol asymétrique. Donc, vous voyez, bien penser à corriger également au palonnier. Et ma vitesse, je vais la réduire tranquillement. Voilà. J'arrive à 5 nautiques. Non, je ne sais pas combien sur l'ILS, pardon, 6 nautiques sur l'ILS. Mes volets ne sortent pas. La conséquence, alors, je pourrais essayer de les re-rentrer si vous voulez. C'est une connerie ça. À partir du moment où on a commencé à les mettre dans un sens, là on voit que ça ne sort pas. Le fait de jouer sur la manette, c'est un coup à ce qu'on les met dans une configuration qui n'est pas viable. Donc dans ces cas-là, on ne touche plus à la configuration. On va majorer la vitesse d'approche puisque du coup on n'a plus rien pour augmenter la portance au niveau de l'aile. Donc c'est pour ça que je vais prendre 95 nœuds. Vous voyez, là je suis en train de décélérer tranquillement. Là maintenant mon train est bien sorti. Donc j'ai bien 3 vertes ici. Et là si je me mets en vue extérieure, vous voyez, j'ai bien mon train qui est sorti. La conséquence par contre, c'est que si je devais remettre les gaz, je ne pourrais pas re-rentrer le train. C'est-à-dire que là, je pourrais essayer de le re-rentrer si vous voulez. Il ne va pas re-rentrer parce qu'il est sorti par gravité le train. Donc du coup, une fois qu'il est sorti par gravité, on n'y touche plus, quoi. Voilà. Sinon, mon avion il est configuré. J'ai tout proprement. Je peux rien faire d'autre ici. Voilà. Ce qui fait que là, je vais me mettre en vue comme ça pour zoomer. Je suis sur mon glide, ici je le vois bien, je suis sur mon lock, c'est parfait, je suis à 4 nautiques en finale, j'ai mon train sorti verrouillé et je vous rappelle qu'en cas de remise de gaz, bon ce qu'on va pas faire, hein, la séance s'arrête, mais en cas de remise de gaz, le train resterait sorti et les volets c'est pareil, je les laisserai dans la configuration où ils sont. Alors comme j'ai appuyé sur la sortie de volet, du coup ils sont entre la position 0 et la position 1. Donc je n'ai aucune garantie sur la position des volets. Logiquement ils sont à la position 0, mais j'en suis pas certain. Donc
ce que je vais faire, c'est comme tout à l'heure. J'ai un doute, si vous voulez, sur la configuration de l'avion. Alors au niveau du centre de gravité, hein, vous voyez que j'ai pratiquement plus d'essence ici dans l'aile de gauche. Donc du coup, je ne vais pas forcément avoir une configuration avec un avion déstabilisé en finale. La seule chose qui puisse arriver, c'est si jamais mes volets ne sont pas sortis de la même manière à gauche et à droite. Parce que du fait que j'ai ce message là, enfin pas ce message, mais que j'ai demandé cette position alors que là ils ne sont pas affichés ici, j'ai quand même un doute sur la position de mes volets, pardon. Donc ce que je vais faire, c'est dès que je vais voir la piste, que je serai en sécurité, je vais déconnecter mon pilote automatique. Et lorsque je vais déconnecter mon pilote automatique, je vais pouvoir sentir mon avion à la main et être certain de bien le maîtriser avant d'arriver justement à l'arrondi. Sinon, si jamais j'avais décidé de déconnecter mon pilote automatique au dernier moment, c'est un coup à ce que l'avion se met dans une configuration un peu bizarre et que je ne le récupère pas forcément proprement de manière à pouvoir me poser. La dernière conséquence, c'est que comme là, je n'ai pas de volet, vous voyez, je vais plutôt me lever mon siège de manière à bien voir ma piste, ce qui est le cas. Allez, je déconnecte mon pilote automatique. Voilà. Crac. Je vais approcher tranquillement ici. Hop, voilà, parfait. Voilà, et là, vous voyez, j'ai de la fumée qui arrive. Allez, on se pose ici. Voilà. Allez, on va s'arrêter sur la piste. Je ne sais pas d'où vient cette fumée là. Mais voilà. Donc dans ces cas-là, on va décider d'évacuer l'avion. Donc le parking brake, il est appliqué. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais couper ici l'Electric Master. Je vais couper mes moteurs ici. Voilà, j'ai les deux qui sont coupés. Je vais couper mes arrivées carburant ici. Donc il me reste que celle-ci. Voilà, crac. Ce qui fait que maintenant j'ai coupé tout ce qui était en électrique dans mon avion. Et là, je vais pouvoir évacuer maintenant. Voilà, crac, ouvrir mes portes. Et logiquement, en ouvrant les portes, déjà, ça devrait dissiper la fumée. Et là, j'évacue mon avion. Voilà, et effectivement, la fumée s'évacue. Écoutez, ça va mettre fin à cette vidéo. Donc je pense qu'on a vu pas mal de choses au niveau des pannes. Donc je vous rappelle, le blocage d'un tube pitot, hein, que ce soit aussi bien pour des raisons de givrage ou alors tout simplement parce que des insectes ont fait leur nid dedans, ce qui arrive, hein, surtout l'été. Dans ces cas-là, le fonctionnement, c'est que votre tube pitot, enfin votre anémomètre, pardon, donc pour l'indication de la vitesse, va réagir comme votre altimètre, puisqu'il n'y a plus que la pression statique qui est prise en compte. Donc lorsque vous montez, votre vitesse va forcément augmenter, en tout cas en vitesse affichée. En palier, la vitesse restera pareille, sans évolution constante, et lorsque vous êtes en descente, votre vitesse va diminuer. Donc gaffe à ça, surtout si vous avez un pilote automatique que vous avez asservi justement à une vitesse, ça fait comme tout à l'heure, hein, vous pouvez vite vous mettre en situation de décrochage. Ensuite on a vu la panne moteur, donc panne moteur c'est suite à une fuite carburant, c'est pas grave. Dans ces cas-là, on arrête le moteur. Arrêter le moteur, je vous rappelle, hein, il y a trois actions. La première, c'est le palonnier. Donc là, on ne le voit plus, mais c'est le palonnier à bien avoir un vol symétrique. C'est important si on veut de vitesse se casse la gueule. L'hélice en drapeau, tout de suite aussi, parce que ça va vous permettre d'éviter d'avoir une force qui frotte votre avion, donc de traîner. Et également l'alternateur qu'on met sur off. Et ensuite, on va couper l'arrivée carburant correspondante. Ensuite, une fois votre moteur est sécurisé, on analyse. Là, on a vu que c'était pour une raison de réservoir. On a décidé qu'on allait le rallumer, mais en monitorant le carburant pour être certain qu'on n'alimentait pas la fuite. Donc là, on a bien vu que ça fonctionnait. On a regardé, le carburant descendait tranquillou. Donc, ça confirmait le fait que la fuite ne venait pas du côté du moteur, à proximité du moteur, mais était bien liée au réservoir de carburant lui-même, peut-être au niveau de l'aile. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait de beau? On a vu qu'on avait diverses pannes au niveau de l'avionique G1000, au niveau des affichages. Donc le fait de ne plus avoir de vitesse, d'altitude et de vertical speed, c'est pas très emmerdant parce que finalement on se sert de l'instrument secours, donc c'est pas bien grave. Le fait d'avoir perdu le MFD, on s'est aperçu qu'on pouvait faire sans. On a la petite carte qu'on peut afficher ici, donc c'est pas trop handicapant. Après, on est venu faire notre approche GPS. On voulait la shooter vers des minima LPV
et on s'est aperçu que le capteur qui permet de capter justement les satellites additionnels, donc les satellites géostationnaires, de manière à avoir un signal plus précis, ce capteur là il est tombé en panne, ce qui peut arriver, et dans ces cas là on n'était plus éligible à l'approche ici à l'approche vers des minima LPV, mais uniquement vers des minima LNAV, puisqu'on n'avait plus de guidage vertical, hein. Je vous rappelle qu'il avait disparu ici. Donc du coup, on avait ces minima là qui nous imposaient 880 pieds comme altitude de décision. Bon, de toute façon, c'était complètement con. 880 pieds avec un plafond à 800 pieds, ça ne fonctionnait pas. Enfin, c'était 800 pieds de plafond, mais par rapport aussi au niveau de la mer. Donc ça marchait pas. On a remis les gaz, ce qui était de toute façon la bonne situation. On a remis les gaz. Ensuite, on est revenu pour shooter un ILS. On a reperdu donc le moteur numéro 1. Donc c'est pas bien grave, hein. On a perdu le moteur, on l'a sécurisé, on est allé pareil en vol symétrique, on est revenu pour shooter notre approche ILS. Alors je vous rappelle que l'approche ILS en standard, nous ce qu'on aurait fait dans cette situation d'urgence, c'était quand même de venir se guider rapidement comme ça pour se poser. Ici on a voulu jouer le jeu en essayant de repratiquer 2-3 bécoles comme ça avec l'intégration en circuit, voilà, et re-shooter l'approche, c'est ce qu'on a fait pour le plaisir. On a perdu pendant ce tour là la commande des volets, donc on a voulu sortir les volets, ça n'est pas sorti, mais vu le nombre de merde qu'on a pu avoir aussi au niveau électrique, peut-être que c'était lié à ça aussi, hein, j'en sais rien. Donc on a perdu les volets, donc du coup c'est une approche sans volet, donc ce qu'on appelle flapless. La conséquence c'est que du coup on l'a fait avec une approche un peu plus élevée au niveau de la vitesse, donc là 95 nœuds. Et on a perdu lorsqu'on a sorti le train. On avait donc deux vertes ici pour la gauche et droite pour le train principal, mais rien au niveau de la roulette de nez. Ce qui n'est pas forcément bien grave, hein. Donc on l'a vu en vue extérieure. Effectivement, c'était confirmé qu'on n'avait pas cette roulette de nez. Et dans ces cas-là, c'est pas trop grave. On a une sortie en manuel ici, on a juste à tirer. Et du coup, ça sort le train par gravité. Donc on n'a plus besoin d'alimentation hydraulique pour ça. C'est juste comme si on ouvrait les trappes, si vous voulez, et puis que les crochets libèrent le train de manière à ce qu'il sorte tout seul par gravité. Donc dans ces cas-là, il sort tout seul, il se verrouille. On a bien trois vertes ici. Donc ça nous permet de nous poser de manière safe, voilà. Et puis ça s'est terminé avec la fumée dans le cockpit. Mais écoutez, c'est des choses qui arrivent, hein. Notamment avec tous ces problèmes électriques, il peut y avoir quand même quelque chose qui fait qu'un feu électrique, alors c'est dans la vraie vie c'est franchement emmerdant. Et écoutez, là c'est sans doute ce qui s'est passé. Et dans ces cas là on se pose rapidement et puis on se prépare à une évacuation d'urgence. Une évacuation d'urgence, ça commence par le parking brake, donc le frein de parking qu'on serre. C'est évidemment de prévenir la tour qu'on va évacuer la piste, évacuer l'avion en laissant l'avion sur la piste. Et la procédure après, écoutez, c'est propre après à chaque avion. Pour le DA62, c'est l'Electric Master sur off. Ensuite, ça va être les moteurs ici, les masters sur off. Et puis les arrivées carburant ici sur off. Une fois qu'on a fait ça, on évacue. Voilà. Écoutez, je pense qu'on s'est tout dit, ça fait encore un peu plus d'1h30 de vidéo, je suis désolé, c'est un peu plus long que ce que je pensais. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions ou des commentaires, comme d'habitude, n'hésitez pas à les laisser sous la vidéo. Et puis, écoutez, dès que j'ai un petit moment, ça me fera plaisir d'y répondre. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée à vous et à bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.